Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Cette saison de podcast est proposée en partenariat avec EcoCO2, la société de conseil qui pense que la sensibilisation, c'est très important, mais pas suffisant, et déploie un arsenal d'outils pour donner envie de passer à l'action et rendre le changement désirable. Des jeux, des visites terrain, des plans d'action gamifiés, des chartes d'engagement co-construites. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle d'événements plus sobres et éco-responsables. Et si la sobriété énergétique est un sujet que vous souhaitez développer dans votre structure, EcoCO2 vous propose de télécharger gratuitement le kit sobriété. C'est un kit conçu pour passer à l'action, embarquer votre équipe et mettre en place des habitudes éco-responsables. À l'intérieur, vous trouverez une infographie sur la sobriété énergétique, un plan d'action en 6 étapes et un challenge à réaliser en équipe assorti d'une liste d'arguments pour convaincre votre boss. Donc vous pouvez télécharger gratuitement le kit sobriété sur le site internet ecoco2.com dans la rubrique Nos publications et vous trouverez le lien direct dans la description de l'épisode. Merci à EcoCO2 pour ce cadeau et maintenant, place à l'épisode. Il y a quelques années, dans mes missions, il y avait notamment la communication et donc j'organisais des événements comme des inaugurations, des événements festifs, des colloques. Et aujourd'hui, une fois par an, j'organise aussi une cérémonie de remise de prix. Pour tout ça, j'ai toujours essayé d'avoir le moins d'impact négatif possible dans l'organisation. Même côté personnel d'ailleurs, pour mon mariage, j'ai aussi eu cette réflexion de faire les choix les plus écologiques possibles, donc dans le choix de la localisation, du menu, de la décoration louée, des fleurs locales et de saison, de limiter les déchets, etc. Bref, dans tous les cas, j'ai essayé d'avoir un événement le plus éco-responsable possible, mais je trouve que ça demande un peu de connaissances déjà, et beaucoup de temps pour se renseigner sur ce qu'il faut prendre en compte, chercher des alternatives ou négocier avec des prestataires. Parce qu'un événement pas du tout éco-responsable, clé en main, c'est déjà pas toujours simple à organiser, mais bon, c'est assez facile à faire. Alors si on ajoute ce critère d'éco-responsabilité, on ajoute quelque chose de nouveau dans l'équation. Et ça devient tout de suite un petit peu plus complexe. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même qu'une fois qu'on a organisé un éco-événement 2 ou 3 fois, on commence déjà à avoir en tête plein d'automatismes, de bonnes solutions à répliquer pour les prochains et on arrête un petit peu de galérer. Donc c'est un petit investissement sur les premiers événements, mais après, ça déroule quand même beaucoup plus facilement sur les suivants. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, pour vous simplifier la vie, c'est une méthode avec les éléments principaux à avoir en tête pour organiser un événement éco-responsable. Que ce soit un énorme événement, un congrès, un gros séminaire de votre entreprise, ou même le pot de départ d'un collègue. Et pour cela, je reçois Amélie Orfila, coordinatrice de l'association Rêve, le réseau éco-événements. Dans cet épisode, on va vous donner de la visibilité et des conseils pour mener les bonnes actions. Bonjour Amélie et merci d'être au micro d'Écolo au boulot. Bonjour Cassandre, merci de me recevoir. Alors pour toi, dans ta vie, qu'est-ce que ça veut dire d'être écolo au boulot ? Pour moi, être écolo au boulot, c'est déjà penser l'organisation du travail en lien avec l'écologie. Tant dans notre système d'information, la façon dont on se déplace pour aller au travail, le lieu dans lequel on travaille, euh, voilà, tout ce qui a trait finalement à l'organisation, la vie au travail, pouvoir appliquer un certain nombre d'engagements pour être aligné entre le fond et la forme, puisque par ailleurs, mon boulot, c'est aussi quelque part de parler d'écologie et de façon spécifique dans le milieu événementiel. Donc voilà, être aligné entre le fond et la forme. Ok, ça marche, merci. Alors, on va donc parler d'événements éco-responsables et pour ne pas discuter avec des termes galvaudés, je voudrais qu'on définisse ce que c'est un éco-événement. Voilà, histoire d'éviter le greenwashing, dire qu'on est un éco-événement parce qu'il y a des éco-cups qui en plus sont même pas remboursables, par exemple. On va en parler notamment parce que vous avez créé un référentiel dans lequel vous définissez ce que c'est un éco-événement. Donc, je veux bien que tu nous donnes la définition que vous avez adoptée. Un événement éco-engagé, puisque du coup c'est le propos du référentiel, c'est un événement qui va prendre en compte un certain nombre d'enjeux dont on parlera ensuite, donc je vais peut-être pas trop m'étaler là, mais c'est vraiment mettre en phase
mon projet, mon événement, sa forme, donc le fond, la forme, et prendre en compte un certain nombre d'enjeux. Et notamment les événements étant des activités éphémères se déroulant dans des lieux d'accueil, c'est prendre en compte finalement tous les aspects organisationnels d'un événement, pouvoir observer leurs impacts sur l'environnement direct et indirect, on va dire ça comme ça, et le limiter au maximum. Ok. Et donc, vous avez créé un référentiel et un label qui définissent, on parlait des critères, qui définissent 8 enjeux fondamentaux pour un événement éco-responsable. Donc, est-ce qu'on peut les lister et pour déjà voilà, se les mettre en tête et peut-être pour chacun donner quelques conseils ou des choses un peu phares de ce qu'on entend par là? Un événement éco-responsable et un événement durable, pour nous, c'est pas totalement la même chose. C'est-à-dire que, on a conscience aujourd'hui qu'on est sur des sujets qui nécessitent de mener des expériences, de passer à l'action, d'observer, de se rendre compte de ce qui a fonctionné, ce qui a pas fonctionné. On est aussi à un moment où, on manque parfois de clés de lecture pour savoir si on fait des choix cohérents face aux problématiques, notamment environnementales. Et tout ça nécessite des investissements en termes d'observation au niveau sectoriel, hein, les pratiques du secteur, leurs impacts. Par exemple, la filière a commencé à faire des bilans carbone il y a quelques années, ça reste récent, hein, et il en ressort après ces analyses-là que les déplacements des publics sont les impacts les plus importants. Mais voilà, il faut en fait mettre du temps dans cette observation pour pouvoir faire les bons choix. Ça ne veut pas pour autant dire il est pleinement exemplaire, durable, totalement en phase avec tous les préceptes qu'on attendrait d'un événement de éco aujourd'hui, ou en tout cas Mhm. avec tout ce que ça peut comporter dans le folklore, l'imaginaire. Donc voilà, ça déjà c'est important peut-être de le rappeler. Et Ouais. du coup, on a effectivement développé un référentiel justement pour développer un vocabulaire commun, des actions en commun, un imaginaire commun aussi, hein, et des pratiques communes pour la filière. Donc le référentiel, il permet d'évaluer, pour un organisateur d'événement, de prendre des engagements sur lesquels il va être observé et évalué, hein, donc c'est tout l'objectif d'un label. Il permet aussi de proposer finalement un plan d'action pour les organisateurs qui se demandent comment en fait je prends en compte les enjeux de transition aujourd'hui. Je sais pas par où commencer, j'ai toutes mes complexités organisationnelles. Donc le label il est construit de sorte qu'il y a un certain nombre d'enjeux à prendre en compte, mais il y a aussi un nivellement puisqu'on candidate sur un label de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3. Donc il y a bien une proposition de parcours aussi derrière. Et les enjeux qui sont pris en compte et qui vont comporter chacun des leviers d'action et qui seront du coup décortiqués ensuite en engagement, permet de se rendre compte en fait dans quoi mon action elle vient résonner avec quel type d'enjeu. Donc par exemple, on commence par la compréhension du site sur lequel un événement s'organise, partant du principe que un événement va s'installer pour une durée éphémère dans un lieu qui comporte ces caractéristiques et qu'il est d'abord primordial pour l'événement de savoir comment il va pouvoir respecter ce lieu dans lequel il va s'installer. Il y a des événements de plein air, il y a beaucoup d'événements de plein air d'ailleurs, qui du coup sont aux abords d'espaces naturels. Comment je vais prendre en compte cet espace naturel pour pouvoir y amener un événement? Comment je vais prendre en compte aussi les riverains, les gens qui vivent autour de ce lieu? Comment je vais pouvoir amener mon événement de façon cohérente sur ce site? Voilà. Donc ça, c'est le premier enjeu fort. Comment je choisis le lieu dans lequel je m'installe? En vertu de quels critères? Il y a aussi un autre élément au-delà de la préservation de la biodiversité, c'est que concrètement, pour respecter les engagements autres qui vont suivre, mon lieu va être assez déterminant aussi. Est-ce qu'il y a de l'équipement à proximité? Est-ce que je suis facilitée techniquement parce que je suis dans un espace qui accueille le reste de l'année des événements. Du coup, j'ai pas besoin d'amener toute une régie, notamment les infrastructures, les aménagements pour accueillir mes publics. Bon, tout ça, c'est fondamental finalement pour se diriger vers une éco-responsabilité. Le prise en compte du lieu. La prise en compte du lieu et de ses paramètres. Ensuite, le deuxième enjeu qui est peut-être un peu plus évident, c'est la question des ressources et de la sobriété. Comment je limite mes consommations de manière générale, énergétique, en eau, en papier. Voilà, ça c'est le deuxième enjeu. Le troisième enjeu que j'ai cité, qui est la question des déplacements plus vertueux, puisque nous nous rendons compte que la filière
le secteur événementiel a une première problématique finalement en termes d'impact carbone, c'est le déplacement de ses publics, mais que parallèlement, c'est aussi son objet, hein, faire venir des gens. Voilà, on est là sur le vrai point de tension, on va dire, d'une démarche de développement durable, c'est que mon objet même est interrogeable puisque c'est mon premier impact. Ça pose de grandes questions. Bah, c'est en lien avec le lieu aussi. Est-ce que je prends un lieu qui est facile d'accès à vélo, en transport en commun? Tout à fait. Il y a la question du lieu, mais il y a aussi la provenance de mon public. Je peux avoir Mmh. un lieu d'événement voilà, dans une zone où il y a de l'équipement permettant d'arriver en train, à vélo. Pour autant, si mon offre elle est internationale et que mon public il vient de très loin, il y aura un passage par l'avion, par exemple, et voilà, du coup un impact carbone tout autre. En tout cas, à l'heure actuelle, avec les technologies existantes. Donc voilà, la prise en compte des déplacements de mes publics, de déplacements de mes équipes, de déplacements de mes artistes. Donc tout ça va entrer en compte, comment je limite l'impact au global de mes transports. C'est un axe assez fort et je le répète, assez clé pour le secteur aujourd'hui. Le quatrième point, c'est l'alimentation durable. À peu près, enfin beaucoup d'événements en tout cas ont une offre, qu'elle soit boisson, restauration. Ouais, ouais, même le moindre pot en entreprise, c'est c'est la base. Voilà. Donc la prise en compte de l'impact finalement de l'agriculture, enfin en vertu de quelle politique d'achat responsable je me fournis auprès de quel fournisseur? Est-ce que je privilégie des circuits courts, une agriculture biologique, raisonnée? Voilà. Donc on vient interroger les pratiques en matière d'alimentation vers le zéro déchet, les événements ayant une durée de vie éphémère apportent, enfin pour la plupart, apportent finalement d'équipements, des contenants en tout cas à destination du public. Ça génère beaucoup de déchets. Donc voilà, comment un organisateur d'événements peut réduire sa production de déchets, comment il peut mettre en place des dispositifs de tri pour séparer les déchets, mieux les valoriser, limiter finalement les déchets résiduels à l'issue de l'événement. Comment voilà, on propose un certain nombre de leviers et d'actions concrètes pour que l'événement limite sa production de déchets. Un événement pour tous et toutes, un événement dit éco-engagé enfin, dans le cadre du label, prend en compte aussi la dimension humaine, hein. On a parlé beaucoup d'impact environnemental. L'humain est au cœur de l'environnement, même si on a tendance à l'en dissocier. Du coup, voilà, un événement pour tous et toutes, aujourd'hui, c'est intégré au label pour permettre à voilà, tous les publics de pouvoir y accéder à un événement, accessibilité universelle, qu'il y ait des notions d'égalité qui puissent être respectées, voire promues au sein des événements, et puis de non-discrimination. Ensuite, inviter les publics à la transition écologique, je l'ai un peu soufflé au début, un événement engagé, c'est aussi un événement qui engage, donc qui sait communiquer auprès de son public ses propres engagements et qui va peut-être aussi impliquer son public dans ses engagements d'une façon ou d'une autre, alors que ce soit en l'invitant à venir à vélo, que ce soit en l'invitant à venir avec son couteau, sa fourchette, son gobelet pour manger et consommer sur le site. Voilà, de différentes façons, comment l'événement va impliquer son public dans ses engagements. Impliquer son public, c'est donc pour que le public contribue aux engagements du site? Ou est-ce que ça veut dire, il faut aussi enfin, un éco-événement, il parle d'écologie? Ou pas forcément? Pas forcément. C'est pas forcément le sujet central de l'événement, hein. Un éco-événement peut être un événement X, Y et Z. Par contre, à un moment donné, un éco-événement doit parler d'écologie d'une façon ou d'une autre, effectivement. Et souvent, c'est dans l'organisation de l'événement. Oui, que ce soit au travers d'un stand, que ce soit au travers d'ateliers pédagogiques, que ce soit au travers d'éléments de communication intégrés à la communication habituelle, hein, j'ai envie de dire, de Mmh. l'événement. Quand je veux inciter à venir à vélo, je m'appuie sur comment venir à mon événement, qui est une rubrique qui existe de toute façon. Ouais. Hein, donc c'est pas forcément, comme je dis, c'est pas forcément une communication dédiée, mais en tout cas, on vient intégrer dans tous les éléments de communication des éléments mobilisateurs et on explique aussi pourquoi, parce qu'on essaye d'engager son public. Pourquoi j'invite mon public à venir à vélo? Parce que il en va finalement du devenir des événements, puisqu'on sait que l'impact carbone du déplacement des publics c'est ce qui pèse le plus lourd dans la facture de l'événement. Bon, du coup, comment j'implique mon public à prendre aussi en conscience ces éléments-là et je l'implique à prendre les décisions aussi et à repartir avec l'information quelque part hein, aussi. Donc voilà, ça c'est le septième enjeu et enfin s'organiser et progresser. Je raccroche aussi les wagons avec ce que je disais au début. Hein, on est sur des démarches d'amélioration continue.
Oui, parce qu'on n'est pas parfait dès la première fois qu'on organise un événement. C'est à force d'en organiser qu'on sait faire de mieux en mieux. Ça marche. Donc là, on a fait un point sur les enjeux principaux à prendre en compte. Je vais juste les rappeler pour qu'on on les ait bien en tête. Donc, tu as parlé du lieu d'accueil, du respect, de l'adaptation du lieu d'accueil, d'avoir une démarche de sobriété dans les ressources qu'on utilise, de trouver des façons d'avoir des déplacements les plus vertueux possibles. En tout cas, il y a ce sujet de la mobilité, de la restauration sur place, du zéro déchet, l'accessibilité et l'inclusivité de son événement, de mobiliser les publics, donc communiquer sur le fait qu'on est sur un événement qui tente d'être responsable et d'être dans une démarche d'amélioration continue. Alors tout ça, ça fait beaucoup de choses, sachant que ces 8 enjeux, vous les avez déclinés en 34 leviers. Au total, il y a 105 engagements qu'on peut prendre quand on fait un événement. Ça fait beaucoup. Et quand on débute, ou même si on veut s'améliorer, quand on organise déjà quelquefois des événements, ça peut un peu donner le tournis. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations sur comment s'organiser ou par où commencer? Déjà, je rappelle que le label est découpé en 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc effectivement, ça semble beaucoup, mais la première marche du podium, le niveau 1, c'est de respecter 30 engagements. Donc en fait, il y a 18 engagements incontournables, 12 engagements facultatifs. Il y en a 18 que le label impose. Vous devez les respecter pour vous dire un événement éco-engagé de niveau 1. Et il y en a une douzaine que vous allez choisir en fonction de vos capacités, de vos engagements propres, de vos possibilités. Donc, on va dire, le chemin, on l'a fléché, on l'a Ouais, réfléchi, on l'a d'accord. fléché. En niveau 2, on passe à 55 engagements. En niveau 3, on passe à 75 engagements. Donc, voilà, le parcours, il est orienté. Après, j'ai envie de dire, pour peut-être ce qui peut être bien, c'est de regarder notamment les engagements de niveau 1, hein, les engagements incontournables, et puis d'aller regarder ce qu'on fait déjà. Et de se dire, bah tiens, est-ce qu'en fait, c'est l'Everest qui m'attend ou est-ce que finalement, c'est une petite marge de podium? Ouais. Voilà, et ça permet déjà de voir finalement où j'en suis. Parce que on arrive quand même à un moment où beaucoup d'organisations ont pris en considération ces enjeux d'une façon ou d'une autre. Donc parfois, quand on démarre, on se dit je suis à la ramasse, les autres ont commencé il y a 15 ans, mais en fait non. Oui, on a peut-être mis des choses en place qui sont à valoriser. Voilà, déjà aller observer, ça permet de se rassurer aussi, et puis d'aller voir en fait les marches qui restent à gravir. Parce que le niveau 3 il est un peu compliqué par contre. Ok, ouais, donc aller sur les niveaux qui nous correspondent pour commencer, c'est pas mal. Et après, donc, on a toujours cette idée d'amélioration continue, donc on est dedans. Dans tous les cas, de démarrer par la marche 1, c'est de pas Mm. aller au-dessus, quoi. On commence par le premier niveau et ensuite on progresse doucement sur les marches, quoi. Ouais. Et alors, moi j'ai pas mal parcouru votre site internet qui est une mine d'or pour trouver des outils, des bonnes pratiques. Déjà, je vous encourage à aller regarder. Et est-ce que, Amélie, tu aurais des exemples de bonnes pratiques qui sont, je sais pas, faciles à mettre en place ou alors des démarches qui sont vraiment exemplaires à nous partager pour nous donner envie aussi, quelque part? Ah, des bonnes pratiques, elles sont, enfin, qui sont quand même toujours bonnes à rappeler, de limiter au maximum tous les contenants à usage unique voilà, qui sont jetables. De tendre vers du réutilisable pour tout ce qu'il y a de possible, de mutualiser au maximum et du coup peut-être dans des choses un peu exemplaires et sur lesquelles faut y aller là et quelques-uns l'ont fait, bah, être capable de proposer une offre de restauration sur un événement de 5 à 10 000 personnes tout en contenant réutilisable par exemple. Ça voilà, c'est pas encore usuel mais on y Mm. tend. Et donc, s'il y en a qui arrivent sur des événements de 5 à 10 000 personnes, sur un événement de 30 à 100 personnes, on peut le faire aussi. Sur un événement de 30 à 100 personnes, ça devient un impératif à l'heure d'aujourd'hui. Donc oui, tout à fait. Donc effectivement, voilà, être sur enfin, se garantir qu'on n'utilise pas des contenants à usage unique, surtout que c'est aujourd'hui vraiment, on est sur des matériaux qui sont conçus, enfin, à partir de matières qui sont faites pour durer dans le temps. Le paradoxe est assez phénoménal de se dire on a des matières entre les mains qui ont une résistance, une solidité et une conception qui font qu'ils peuvent durer 50, 70, 100 ans si on les abandonne dans la nature, alors Mm. qu'on a prévu en fait de les utiliser 20 minutes pour manger une salade, quoi. Donc là, on est vraiment dans des choses qui sont courantes, mais qui, quand on prend ce regard un peu extérieur,
sont vraiment des paradoxes assez phénoménaux. Mais c'est pas si facile non plus parce qu'en fait, ça demande de trouver le bon prestataire qui va nous proposer ça ou de s'organiser en tout cas. Des Oui, exemples tout bêtes, hein, le moindre cocktail en entreprise, ben, c'est dur de se passer, enfin, qu'il n'y ait pas des verrines dans des petits trucs en plastique et tout, même si le reste est sur des plateaux et que le traiteur il est engagé dans la réduction des déchets, ça veut pas dire zéro déchet pour autant. Enfin, moi, je trouve que c'est pas évident aussi cette partie-là de trouver les bons partenaires pour mettre en place ce qu'on voudrait faire. tout à fait. Après, ils sont pas encore tout à fait nombreux, mais je vais vous ramener 20 ans en arrière, au moins 20 ans en arrière, période où le gobelet plastique jetable jonchait tous les terrains événementiels de France. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que le gobelet plastique réutilisable, alors on pourrait débattre longtemps du sujet, vous aviez quelques éléments à en dire, mais il en reste pas moins qu'on pensait que c'était impossible il y a 20 ans et on l'a Mmh. fait. Donc voilà, il y a des expériences déjà acquises qui nous permettent de dire on sait faire. À partir du moment où on va avoir une volonté commune, parce que finalement, les prestataires pour le gobelet ils se sont développés parce qu'il y a eu une demande, parce que du coup, on y est allé collectivement et du coup, il y a une offre cohérente et aujourd'hui, il n'y a pas un événement qui sait pas se fournir en gobelet réutilisable. Donc, il n'y a pas de raison qu'on sache pas le faire pour des assiettes, des fourchettes et des couteaux. Ouais, vous donner une note d'espoir, c'est pas parce que c'est pas facile aujourd'hui que demain ça Oui, sera pas plus évident. tout à fait. Là où c'est effectivement le vrai point complexe, c'est la question du déplacement des publics. Et si on devait aller chercher voilà, des démarches tout à fait exemplaires, c'est vraiment d'organiser des événements dont le déplacement fait partie de la programmation finalement et d'être capable d'aller jusqu'au point de départ finalement d'une bonne partie de ses participants et de proposer du multimodal, donc de venir à vélo collectivement, de venir en train ensemble et d'en faire finalement un temps fort de l'événement. Certains le font. Donc aujourd'hui, voilà, les quelques démarches très très poussées, Mm. elles portent sur ces sujets-là. Ouais, il y a même des modules, moi j'ai déjà vu dans des entreprises des modules de covoiturage pour aller à des réunions. Enfin, c'est même pas Ouais, des événements, des réunions, quoi, oui, tout juste à ça. fait, ouais. Ouais, organiser le covoiturage, le vélobus hein, pour les Mm. entreprises là, quand il y a des événements, effectivement de quelques dizaines de personnes, ça peut se faire aussi en vélobus. On pédale ensemble et on y va ensemble. Enfin voilà. Donc il y a effectivement l'enjeu là, il est à cet endroit-là et il est colossal parce que pour le coup, ça suppose d'aller chercher. Alors autant sur un site, quand on arrive sur le lieu de l'événement, on peut proposer. On est dans des lieux captifs Mm. entre guillemets, enfin, on appelle ça comme ça. Hein, c'est un mot un peu bizarre, mais voilà, on est dans un lieu qui est maîtrisé par l'organisateur d'événements où il a la liberté finalement de proposer son cadre. Une liberté qui est mesurée par les attentes d'un public, évidemment, mais ça reste son organisation. Maintenant, aller chercher quelqu'un depuis chez lui jusqu'à son site pour lui dire, regarde, je te propose qu'on aille à vélo ensemble, c'est vachement mieux que chacun dans sa voiture. Bon, c'est encore plus compliqué, quoi. Et ça vient vraiment chercher tous les individus au sein d'un public. Après, on sait très bien que tout le monde ne viendra pas à vélo. La question, c'est comment je fais de l'arrivée vers mon événement un sujet de transport multimodal et collectif pour en limiter son impact. Mm, mm. Ben, merci pour ces bonnes pratiques. Est-ce que tu avais un dernier exemple, un truc que tu trouves super à partager? Bah, ce que je trouve super aussi, c'est tous les scénographes qui réfléchissent et pensent en ce moment dans la filière des objets, des aménagements, des décors qui sont à la fois très uniques et individuels et en même temps mutualisables et collectifs. Et ça, je trouve qu'il y a un génie qui est en train de se développer derrière ces structures-là, qui rebat beaucoup de cartes. Hein, en fait, on a son propre cadre, son individualité, Mais oui, mais en fait, même avec ça, on peut réussir à mutualiser, à coopérer ensemble. Donc, je trouve que derrière ces innovations, pour les appeler comme ça, il y a des choses assez exemplaires, assez fortes qui se déroulent. Mm, mm. Ouais, c'est intéressant d'aller chercher de l'inspiration aussi de ce côté-là. Tu as parlé de labellisation. Quel type de structure peut se faire labelliser avec le réseau éco-événement? Alors, si on parle de forme juridique, tout type de structure, hein, une association, une collectivité, une entreprise, tant qu'elle est organisatrice d'événements, Mhm. et c'est pas la structure qui sera labellisée, c'est bien l'événement L'événement de lui-même. l'édition candidate. Hein. Ok. C'est l'édition candidate qui est évaluée.
C'est pas parce qu'un événement a une labellisation une année X qu'il est dit éco-engagé ad vitam. On sait très bien comment il peut être facile de voilà de mettre le paquet une édition et puis que tout le reste s'effondre ensuite. Donc à nouveau, on est là pour observer la notion de pérennité, de durabilité, d'amélioration continue. Donc voilà, c'est bien un événement, une édition. Ouais, voilà. Et puis si on participe à des salons, à des congrès qui ne sont pas dans une démarche d'éco-événement, on peut aussi les inciter à faire la démarche. Ok. Et ben écoute, merci beaucoup pour ces explications et tous ces conseils. Merci Cassandre, avec plaisir. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Moi, il m'a donné une vision un peu plus large de ce que c'est qu'un événement éco-responsable et aussi ça m'a un peu remis de l'ordre dans les idées de qu'est-ce qu'il faut faire en premier avec l'idée de il y a un peu quelques actions de base à prendre en compte et puis ensuite on peut augmenter petit à petit. Et puis aussi le fait qu'on n'est pas simplement parfois des organisateurs d'événements, on est aussi souvent des visiteurs d'événements. Et là-dessus, on a aussi un rôle qu'on peut jouer, déjà en jouant le jeu de l'éco-responsabilité quand les organisateurs l'ont pensé, et puis aussi peut-être de les interpeller pour qu'ils puissent s'améliorer eux aussi dans l'organisation de leurs événements. Alors avant de se quitter, je vais vous partager les 3 conseils à 3 niveaux différents pour passer à l'action quand on parle d'éco-événements. Premièrement, à votre échelle individuelle tout seul dans votre coin, quand vous êtes visiteur d'un événement, eh bien, essayez de penser systématiquement à venir avec votre gobelet ou votre éco-cup pour le café, peut-être un kit de vaisselle réutilisable, et pensez à vos déplacements. On l'a vu, c'est quand même un gros sujet sur les événements, à comment est-ce que vous pourriez y aller autrement que tout seul dans votre voiture. Déjà, si c'est un événement, il y a de grandes chances qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir en même temps que vous, au moins en covoiturage. Ensuite, collectivement, avec des collègues ou dans son service, vous pouvez aller voir les personnes qui organisent des événements dans l'entreprise, ou vous-même, si c'est votre cas, et partager le référentiel du réseau éco-événements pour les aider et les encourager à avoir de meilleures pratiques. Parce que bien souvent, c'est pas que les personnes ne veulent pas, c'est plutôt qu'elles ne savent pas ou qu'elles n'ont pas l'idée. Et donc, le référentiel, le guide, même si vous ne faites pas labelliser, ce sera déjà une première bonne étape pour aller dans le bon sens. Et enfin, de manière systémique, au niveau de toute l'entreprise, eh bien, le conseil, c'est de vous créer un tableau de bord, peut-être de suivi des événements que l'entreprise organise et des process d'éco-responsabilité à mettre en place. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous baser sur des référentiels qui existent et en disant nous on va mettre en place telle et telle chose avec tels indicateurs et vous regardez si c'est bien en place, si votre consommation de gobelets jetables à la fin de l'année elle a diminué ou pas par exemple. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!